Il y a un immense obélisque de pierre, censé dépasser la hauteur d'un immeuble de 10 étages, qui gît inachevé dans le désert égyptien. C'est l'obélisque d'Assouan, et il semble avoir été façonné avec la même technique que le Machu Picchu, à des milliers de kilomètres de là. Ses créateurs prévoyaient d'en faire le plus grand et le plus lourd monument monolithique jamais réalisé par les Égyptiens. Mais quelque chose a interrompu leur plan. Il y a plus de 3500 ans, des ouvriers ont commencé à tailler cet obélisque directement dans le socle de granit massif. Ils ne disposaient que de simples outils en cuivre et de coins en bois. Ils devaient être d'une extrême précision, car les obélisques étaient des symboles importants du pouvoir du pharaon et de son lien avec les divinités. Selon la version la plus répandue, c'est la reine Hatshepsut, l'une des plus grandes souveraines d'Égypte, qui a commandé cet énorme obélisque. Bien que certains experts pensent qu'il était peut-être destiné au pharaon Thoutmose Ier. S'il avait été achevé, il aurait mesuré environ 42 mètres de haut et pesé près de 1200 tonnes, soit le poids de 200 éléphants. Sa surface présente des sections lisses et évidées, comme si quelqu'un avait creusé le granit à la manière d'une boule de glace. Les chercheurs ont appelé cet effet le scooping, mais la façon dont il a été réalisé reste un mystère. Il semblerait que cette même technique de scooping ait été utilisée pour construire plusieurs sites mégalithiques en Amérique du Sud, où les bâtisseurs anciens façonnaient la pierre de manière arrondie et évidée. Mais c'est la seule construction présentant une telle surface en Égypte. On peut voir les lignes évidées sur les côtés de l'obélisque, et elles se prolongent dans le sol en suivant un tracé quasi parfait le long du socle rocheux. Les ouvriers dégrossissaient d'abord la forme, puis utilisaient une astuce ingénieuse. Ils enfonçaient des coins de bois dans les fissures et les imbibaient d'eau pour que le bois gonfle et fende la pierre. Cette méthode, combinée à des outils de meulage en pierre plus dure, leur a permis de façonner l'obélisque avec une précision incroyable. Mais alors que les ouvriers étaient sur le point de terminer, une énorme fissure est apparue dans la pierre. Il n'y avait aucun moyen de la réparer. Et au lieu de retirer la pierre brisée, les Égyptiens ont laissé l'obélisque à moitié enfoui dans le sol. Ils craignaient peut-être qu'un monument présentant un défaut ne ternisse la réputation du pharaon et des bâtisseurs. L'obélisque est resté là depuis, et sa face inférieure est toujours rattachée au socle rocheux. Il a été découvert au début du XXe siècle, après être resté enseveli sous le sable pendant des milliers d'années. Et même dans son état inachevé, c'est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes d'Égypte, car il a offert aux scientifiques des informations précieuses et rares sur les techniques de taille de pierre de l'Égypte ancienne. Il y a un autre gros rocher à proximité. Sa base est presque entièrement évidée, avec seulement un minuscule bout de granit encore rattaché au sol. On dirait que quelqu'un a essayé de le séparer du socle rocheux, mais l'a laissé suspendu à un fil. Il y a à peine la place pour qu'une seule personne se glisse dessous et façonne la roche de cette manière. Alors, peut-être que les ouvriers de l'Antiquité utilisaient des outils ou des techniques dont nous ignorons tout. Une autre merveille de l'Égypte ancienne est la Grande Pyramide. Ses 4 côtés sont alignés avec les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 1/15e de degré près. Les architectes ont réussi cet exploit sans outils modernes, comme des drones, des plans ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce miracle de construction. Une théorie veut que les bâtisseurs aient utilisé l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Mais Dash a récemment proposé que les Égyptiens aient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Cela se produit 2 fois par an, quand l'équateur terrestre passe par le centre du disque solaire, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour tester sa théorie, Dash a mené une expérience le 22 septembre 2016, jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale pour projeter une ombre et a relevé la position de son extrémité à intervalles réguliers, formant une courbe lisse. Il a relié 2 points de la courbe avec un fil tendu et obtenu une ligne est-ouest quasi parfaite. À l'équinoxe, l'extrémité de l'ombre trace une ligne droite, presque parfaitement est-ouest, avec une légère déviation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On retrouve une erreur similaire dans les pyramides. Bien que son expérience ait été menée dans le Connecticut, Dash pensait que la même méthode fonctionnerait en Égypte.
Les anciens Égyptiens n'avaient besoin que d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Mais ils ne nous ont laissé que quelques indices, et aucun document d'ingénierie ni plan architectural expliquant leur méthode n'a été retrouvé. Ils ont peut-être cartographié les ombres, mais on ne peut pas en être sûr. Certains ponts romains ont été construits il y a plus de 2000 ans, et beaucoup sont encore debout, certains étant même toujours utilisés aujourd'hui. Les Romains avaient besoin de ponts pour déplacer rapidement leurs puissantes armées à travers rivières et vallées. Pour cela, ils ont formé des ingénieurs et des artisans spécialisés devenus experts en construction. Ces bâtisseurs voyageaient à travers l'Empire romain, partageaient leur savoir et veillaient à ce que chaque pont soit construit de la meilleure façon. L'une des meilleures idées des Romains a été d'utiliser des arches au lieu de poutres plates. Les arches répartissent le poids du pont, le rendant bien plus solide et durable. Pour résoudre le problème de la construction de piliers dans l'eau, les Romains ont inventé ce qu'on appelle un bâtard-d'eau. D'abord, ils enfonçaient de grandes parois en bois dans le lit de la rivière et colmataient les interstices avec de l'argile, pour empêcher l'eau d'entrer. Puis, ils coulaient du béton dans l'espace sec ainsi créé, formant une base extrêmement solide pour le pont. Un pont célèbre qui a utilisé cette technique est le pont Saint-Ange à Rome. Il a été construit il y a plus de 1800 ans et il enjambe toujours le Tibre aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de plans et de documents des ingénieurs romains ont été perdus au fil du temps. Quelques auteurs antiques ont décrit les méthodes de construction romaines, mais ils n'ont pas consigné chaque détail. Aujourd'hui, scientifiques et historiens doivent étudier les ponts eux-mêmes pour comprendre comment ils ont été construits. Le problème, c'est que même si de nombreux ponts romains sont encore debout aujourd'hui, ils ne sont pas toujours exactement tels qu'à l'origine. Certains ont survécu grâce à des matériaux particulièrement résistants. D'autres ont été soigneusement réparés et entretenus au fil des siècles. Certains ponts ont été peu utilisés et sont restés en bon état simplement parce qu'ils ne se sont pas usés. Même quand des ingénieurs modernes étudient ces ponts, ils savent que certaines parties ont été reconstruites ou restaurées de nombreuses fois. Les amphithéâtres antiques avaient une acoustique si remarquable que les scientifiques modernes utilisent des programmes informatiques et des simulations sonores pour comprendre comment elles fonctionnaient. Beaucoup de ces théâtres en plein air sont partiellement en ruine. Alors, les experts les recréent en modèle numérique pour tester la propagation du son à l'intérieur. Mais certains théâtres antiques, comme le célèbre théâtre d'Épidore en Grèce, sont encore si bien conservés que les scientifiques peuvent mesurer le son en conditions réelles. L'acoustique y est si parfaite qu'on peut entendre clairement quelqu'un parler sur scène, même depuis le tout dernier rang. La forme incurvée en cuvette du théâtre fonctionne comme un haut-parleur géant qui amplifiait naturellement les voix et la musique. Les sièges étaient à différentes hauteurs et angles pour que les ondes sonores se propagent fluidement dans le théâtre. Les matériaux durs, comme le marbre et la pierre, étaient excellents pour faire rebondir les ondes sonores à travers le théâtre, rendant les voix et la musique plus fortes et plus claires. Mais trop d'écho rendait les paroles difficiles à comprendre. Les architectes antiques utilisaient donc des matériaux souples, comme des rideaux, des tapis et même des auvents spéciaux pour absorber les ondes sonores excédentaires et maintenir une acoustique parfaite. L'un des plus grands et des plus célèbres amphithéâtres romains, le Colisée de Rome, possédait un immense auvent rétractable qu'on déployait au-dessus pour bloquer le soleil, mais aussi réduire l'excès d'écho afin que le public puisse entendre chaque mot et chaque son sans distorsion. L'emplacement d'un amphithéâtre contribuait aussi à l'acoustique. De nombreux théâtres antiques étaient orientés d'est en ouest, si bien que lors des représentations de l'après-midi, les acteurs et les musiciens étaient baignés de lumière naturelle.